Le business du sans téléphone de Sabine. Vas-y, en vrai, ça m'intéresse un peu. Je pense que ça peut être intéressant. Quel est le point commun entre une soirée dating, un Attends, groupe pardon? quel est le Pourquoi ils ont les bandeaux comme ça là? C'est Love is Blind, c'est ça? J'ai jamais regardé, mais tout le monde en parle tout le temps. C'est ça Love is Blind? C'est littéralement ils sont blind quoi. Mais c'est trop badant. Moi j'ai pas envie de faire un date si ça se passe comme ça. un groupe de marche, un dîner entre amis ou un club de running. À part le fait que certains y vont avec l'espoir plus ou moins assumé de faire des petites rencontres. Ok. Ce sont toutes des expériences IRL, in real Oui. life. C'est des trucs que l'on vit avec des gens et loin de son téléphone portable. Ça peut paraître Ok. bateau, Bah mais si. en réalité c'est loin d'être anodin. Le succès Attends, de j'ai ces pas le droit d'amener. Attends, j'ai pas le droit d'amener mon téléphone pour un footing ou pour une rando? clubs et autres événements offline et peut-être même les prémices d'un changement Oula, sociétal. alors, on va encore parler de communauté, putain merde! L'ère post-brain rot. L'idée de ce concept, c'est qu'on aurait atteint un point de saturation dans notre rapport aux écrans. Il y aurait comme un ras-le-bol général d'avoir passé trop de temps à scroller, à regarder des séries, à traîner sur Non, les ce n'est applications de pas rencontres. Les ça! contenus sur les réseaux nous paraissent de plus en plus vides de sens, les séries sont moins cool qu'avant, et les Mais apps de quelle est la vie de ces gens-là? Mais par pitié! Il y a aucun d'entre deux dans la vie de ces gens. Entre passer ta vie entière en dehors de ton travail et de quand tu dors sur ton téléphone, à scroller sur TikTok indéfiniment et vraiment ne jamais utiliser ton téléphone. Et aller dehors, faire des activités avec des gens, et sociabiliser, il y a aucun d'entre deux. Quoi, tu peux pas te dire: «OK, j'ai besoin de plus de sociabilisation dans la vraie vie, j'aimerais bien faire des activités en groupe où je peux rencontrer des gens. Are you alone in the world like me?» Ah putain, mais c'est trop ça quoi, genre en fait, tu peux faire ces activités de groupe et avoir ton téléphone avec toi en fait et avoir, une utilisation de ton téléphone qui n'est pas problématique et même oh là là, tu peux aller à un repas de groupe et regarder un peu un TikTok pendant 5 minutes et c'est bon, tu vois? C'est pas la fin du monde. Enfin, je sais pas pourquoi les gens ils mettent absolument en opposition le téléphone et le fait de sociabiliser. rencontres sont un peu écœurantes à la longue. En réaction à ce ras-le-bol, de plus en plus de personnes se tournent vers des activités hors écran. Mais si ton écran il te saoule, ce n'est pas à cause de l'écran, c'est parce que tu as un besoin de sociabilisation qui est normal, qui est humain et que on vit dans un monde où ces sociabilisations, ces activités se réduisent de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins de structures, d'occasions d'y accéder et tu as de moins en moins le temps et le moyen d'y accéder. À cause du temps que tu passes au travail, du fait que ce sont des activités qui sont souvent payantes alors que ça pourrait être des activités gratuite, publique, mais ça n'a rien à voir. Arrête de blâmer le téléphone pour tout et n'importe quoi, je vous en supplie. Tu n'es pas obligé de jeter ton téléphone à travers la fenêtre pour aller faire un footing avec des amis. Pour retrouver des passions et se reconnecter avec d'autres êtres humains. Du genre, courir avec des inconnus ou recevoir ses amis pour dîner. And run clubs have Ok. actually exploded, with a lot of run clubs reporting record turnouts and are actually being Pourquoi billed les to gens... be Moi, ma take de pourquoi les gens ils aiment bien faire du jogging ensemble, c'est parce que c'est un truc qui ne coûte rien. Voilà, tu peux juste te retrouver avec tes potes, t'as juste besoin d'un survêt et d'une paire de baskets, et tu fais une activité qui est sociale, et ça coûte rien. Demain, Marrant, on va ça. tous rejoindre un club de running au lieu de mater une série. On n'y est pas encore. Même si de plus en plus de personnes participent à ce genre de club, Sinon, on n'a pas encore sonné la... tu préfères, regarde, tu préfères mater une série. Pourquoi tu n'inviterais pas des amis chez toi pour mater une série ensemble? C'est quand même une activité qui est sociale, qui permet de bâtir du lien avec tes amis, qui est facile à faire, qui coûte rien, qui demande un peu d'engagement de ta part, tu vois. Et je veux dire, c'est pas un truc particulièrement difficile de dire, vas-y, il y avait ce film qu'on avait envie de se mater ensemble, ou cette série qu'on avait envie de commencer, t'invites deux, trois potes, et puis voilà, quoi, vous regardez ça ensemble, et vous passez un bon moment. Enfin, moi, c'est genre, je sais que c'est un truc que j'ai fait très souvent. Non, cette nouvelle ère post-brain rot n'existe pas vraiment encore parce qu'elle n'est qu'au stade aspirationnel. Elle est Mais mise qu'est-ce qu'elle entend par air brain rot? en scène autour de nous comme un idéal de vie à atteindre. Un idéal de vie qui se fonde sur la santé, le collectif et la créativité. Or, à partir du moment où quelque chose Ok, nous est présenté mais en fait, comme cet idéal de vie, tu peux y participer. Personne ne t'empêche de faire toi-même des activités qui se font en groupe, où tu vas voir des gens dans la vraie vie. Personne ne t'empêche d'arrêter d'utiliser ton téléphone si vraiment t'as l'impression qu'il y a un mal-être qui vient d'une surconsommation de ton téléphone. Tu peux réduire ça, tu vois. Pour le coup, c'est un des trucs. Autant il y a beaucoup de trucs où je trouve que oui, il y a des structures politiques autour qui sont un peu au-dessus de nous, où t'as pas forcément. Autant là-dessus spécifiquement, si tu veux être plus dans la vraie vie, plus sociabilisé dans la vraie vie, avec moins de téléphone,
tu peux le faire en fait. Tu peux totalement créer des assos, des activités, inviter tes amis, t'investir dans tes relations. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qui sont accessibles. Comme aspirationnel, ça crée une norme sociale implicite. On va valoriser celles et ceux qui multiplient les expériences hors écran, encore plus quand ces activités Ok. sont faites avec des groupes. Et à l'inverse, on va Ah bon? dévaloriser celles et ceux qui n'en font pas assez. Ah bon? Aujourd'hui, on va parler de Il y club a de une pression running. sociale, il y a une pression sociale aujourd'hui à faire des trucs hors écran plutôt que de faire des trucs sur les écrans. Genre c'est vraiment un truc ok. D'après-midi sans téléphone, et on va essayer de comprendre quel modèle de vie est-ce qu'on veut nous vendre. Jusqu'à présent, se passer des écrans ou quitter les réseaux sociaux a toujours été un truc de marginal. Pourquoi aujourd'hui on pourrait dire que le règne du brain rot arrive à sa fin? À leur lancement, les différentes plateformes proposaient une offre attrayante et bon marché pour leurs utilisateurs. Netflix ne coûtait pas grand-chose, TikTok était encore un peu niche. Au fil du temps, les logiques de profit ont modifié cette offre jusqu'à la rendre de moins en moins agréable pour les internautes. Netflix fait maintenant la chasse aux comptes partagés et il faut payer plus pour ne pas avoir de pub pendant son épisode. Aujourd'hui, TikTok a Ok. lancé TikTok Shop et on tombe sur une pub toutes les 4-5 vidéos. Ce phénomène a même été théorisé par le journaliste Cory Doctorow qui parle de merdification des plateformes numériques. Selon lui, les impératifs de rentabilité poussent inévitablement ce type de plateforme à évoluer de la même façon. Plus personne n'apprécie vraiment l'expérience en ligne, mais elle maximise les bénéfices des actionnaires. À cela s'ajoute un changement d'ambiance sur les réseaux sociaux les plus utilisés, dû au Je sais pas, je récent- pense que si les gens ils restent sur internet, c'est quand même qu'ils y trouvent qu'ils y trouvent quelque chose, tu vois. C'est pas toujours forcément idéal, mais bon, ça se résume pas à Netflix et TikTok quand même internet, hein. décision de X et de Meta quant à la modération et au fact-checking. Les internautes se plaignent de plus en plus de l'augmentation de la haine en ligne et du cyberharcèlement sans vraiment obtenir de solution de la part des plateformes. Une bonne raison d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Mais plus globalement, c'est le schéma répétitif des écrans qui provoquerait cette espèce de fatigue générale. Certaines personnes mettent ça sur le compte de l'utilisation croissante de l'IA qui a eu tendance à uniformiser ce qu'on voit sur les réseaux. Mais en réalité, ce schéma répétitif, on le ressent aussi dans les applications de rencontres. Non pas qu'il y ait vraiment une baisse de fréquentation sur les applications de rencontres dans les chiffres, mais les gens ont de plus en plus envie de casser cette espèce de routine du swipe, du date et on recommence. En parallèle, il y a un autre phénomène qui va jouer en faveur des événements sociaux hors écran. Et c'est le fait que les gens auraient de plus en plus de mal à se faire des amis. Pour certains médias, merci. on devrait même Putain, parler... j'étais là, elle va parler de tout ce qui va pas avec internet et elle va pas dire le truc le plus évident que juste les gens, ils ont envie de rencontrer des gens dans la vraie vie, quoi, c'est tout. Enfin, pour moi, ça se limite vraiment à ça. Oui, il y a plein de problèmes avec internet, les plateformes, tout ça, genre ça, c'est encore un autre sujet, tu vois, mais genre, enfin, pour moi, ça me paraît évident que la toute première raison pour laquelle les gens ils vont dehors, c'est juste qu'ils ont envie de voir des gens dehors, tu sais. Épidémie de solitude au vu des chiffres. L'année dernière, 62% des 18-24 ans déclaraient se sentir régulièrement seuls. Alors, on peut pas dire que si les gens se sentent seuls, c'est à cause du téléphone. Ah, c'est plus compliqué merci. que ça. C'est un ensemble de facteurs qui pourraient expliquer ce sentiment Ok. général, à commencer par la crise du Covid qui a rendu difficile l'intégration des 18-24 ans dans certains cercles de sociabilité. Pour comprendre à quel point ce genre d'espace est important Oui. pour créer des C'est pas le premier argument que j'aurais utilisé, mais oui, c'est sûr que ça a joué. liens avec les autres, il faut s'intéresser aux théories du sociologue Oldenburg. Selon lui, nos vies sociales se construisent sur 3 types de sociabilité. La sphère familiale, la sphère professionnelle et un troisième lieu, un tiers-lieu, qui correspond à tous ces espaces du quotidien dans lesquels on se retrouve de manière informelle et volontaire. Qu'est-ce qu'on fait après le travail quand on veut pas tout de suite rentrer chez soi? Ou le week-end quand on n'a pas un truc de famille prévu ou qu'on n'a pas de famille avec qui prévoir des trucs? What third places offer is an easy meeting point. You could see different people every day that you go, and you don't Après, have je suis to désolée, moi, ma tech, c'est aussi qu'on n'aurait pas besoin de ce fameux troisième... Je suis pas contre les troisième lieux, hein. Mais pour moi, on n'aurait pas besoin de ce fameux troisième lieu si on organisait déjà la vie familiale et professionnelle autrement qu'au tel qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Genre, avoir ce cadre ultra strict de la famille comme étant vraiment ton mari, ta femme, tes enfants et ton chien, et ce cadre ultra strict du travail comme étant un endroit où tu peux rien faire d'autre que être super sérieux et concentré sur ta tâche, etc. Et il faut minimiser le plus possible les liens. Bah, ça aide aussi à devoir être absolument dépendant
d'un troisième truc qui est pas forcément idéal, hein. Schedule in advance with anyone in particular. If someone cancels on you, you can still go and have a good time. Third places offer the most reliable forms of friendship. Aujourd'hui, on manquerait justement de ce type d'espace. De plus en plus de gens relient cette fameuse épidémie de solitude à la disparition des tiers-lieux dans la vie quotidienne. Les bars et cafés sont devenus chers, on ne peut pas en faire un QG régulier pour retrouver ses amis ou s'en faire des nouveaux. On a aussi eu tendance à se replier chez soi et ne plus faire d'activités en groupe. Now you can practically do anything from home, whether it's working out, watching the latest blockbuster, or crafting your own artisanal latte. But these conveniences come at the expense of creating and maintaining social connections. Dans une certaine mesure, les écrans et en particulier les réseaux sociaux ont pu remplir cette fonction de tiers-lieu virtuel. Mais au vu de la dégradation Ok, de la j'aime bien la qualité de vie tech. en ligne, ils ont l'air de ne plus remplir aussi bien cette fonction qu'avant. Bref, il y a deux phénomènes qui peuvent nous laisser penser qu'on est effectivement en train de voir la fin C'est de vrai l'ère que quand même, il y a un peu une différence entre avant internet c'était beaucoup des forums, des endroits ultra spécialisés où du coup tu parlais avec les gens, où du coup tu avais un contact direct un peu plus facile, où c'est vrai qu'il y a quand même moins ça, tu vois, et qui je pense a fait qu'il y a moins de sociabilisation directe sur internet. C'est pas que c'est plus possible, mais ça se fait différemment en tout cas. Donc bon. brain rot. Il y a d'une part la lassitude vis-à-vis des écrans et de l'autre il y a un besoin de trouver de nouveaux espaces de sociabilité. Si les clubs de running ont autant de succès, est-ce que c'est parce qu'ils remplissent ces deux besoins? Alors oui, mais pas seulement. Effectivement, on pourrait considérer les clubs de running comme ces nouveaux tiers-lieux dont la société aurait tant besoin. En termes de rencontres, les clubs de running ont l'air d'être assez efficaces parce qu'ils tiennent une réputation qui fait sourire. According to our sources, there has been an outbreak of, and I cannot stress this enough, horned up young adults taking over run clubs across the country by storm. Comment les clubs de running sont devenus dans l'esprit des gens? Moi, ma théorie, c'est que le running, c'est gratuit, tu vois. Enfin, il y a aussi tout le côté fitness, tu sais, qui prend en ampleur, tout ça. Il y a le côté, bon, c'est aussi bien pour la santé, j'ai envie de me mettre au sport, ce serait bien d'avoir un club pour me motiver, tout ça. Je pense qu'il y a aussi d'autres trucs. Mais je pense, pour moi, un des principales raisons, c'est gratuit, tu vois. T'as besoin de rien et hop là, tu vas, tu fais une activité sociale et tout ça, tu vois. L'espace idéal pour faire des rencontres amoureuses. Alors évidemment, si on aime la course à pied, ça te permet de rencontrer un ou une future partenaire qui va partager la même passion. Mais c'est surtout un des rares espaces mixtes, hors travail ou études, dans lesquels on n'est pas sur son téléphone et dans lesquels c'est facile de se parler. Même les applis ont l'air d'avoir conscience. Ouais, je sais pas si t'en es à ton 8e kilomètre en courant, je sais pas si c'est facile de se parler, mais... Vas-y, je vois ce que tu veux dire. De la concurrence que constituent les clubs de running pour leur business. Aujourd'hui, Apple propose par exemple des Walk and Crush, des événements à la croisée entre le club de running et la soirée célib, où les gens sont invités à marcher leurs 10 000 pas, tout en faisant connaissance. Mais le fait comment qu'on c'est choisisse nul à d'aller chier. courir pour rencontrer du monde Oh là là. est un détail qui a son importance. Ah, mais imagine, t'es une appli de rencontre, et là, nous, on n'est pas comme les autres applis de rencontre. Nous, on propose des activités à faire en date. Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher? C'est nul à chier. À une époque, aller dans un bar ou une boîte de nuit était considéré comme le tiers-lieu idéal pour faire des rencontres amoureuses ou amicales. Aujourd'hui, Ouais, je sais ce pas. sont des espaces de plus en plus Franchement, je délaissés sais par pas, les je jeunes. sais pas à quel point c'est fantasmé ça aussi, à quel point à l'époque... Que bon, pour moi, quand même, ce genre d'endroit, c'était souvent des endroits auxquels t'allais avec des gens que tu connaissais déjà, quoi. C'est un peu difficile d'aller en boîte ou dans un bar et rencontrer des nouvelles personnes. Bon, à mon avis, ça arrivait pas autant que ce que les gens pensent, tu vois. Génération, notamment parce qu'elles consomment nettement moins d'alcool que leurs aînés. D'ailleurs, l'absence d'alcool est un argument mis en avant par ces nouveaux espaces de sociabilité, notamment les groupes de marche. Plutôt que de se rencontrer dans un bar, les groupes de marche proposent de se lever tôt et d'aller faire C'est un ça, mais pareil, pour moi, le truc de marche, c'est pareil, tu vois, ça coûte rien de marcher, quoi. tour dans la nature à la place. Interviewée par le Financial Times, une initiatrice d'un groupe de marche en parle ainsi. On voulait voir plus de nature tout en faisant de nouvelles rencontres, sans qu'on ait à boire de l'alcool. Plus loin dans l'article, une autre organisatrice se présente comme ancienne DJ et sobre depuis 1 an. Si ce genre de club a du succès, c'est pas seulement parce que c'est des espaces de rencontres, c'est aussi parce que ce sont des activités qui incarnent très bien cette vie aspirationnelle anti-brain rot. Dans ce nouvel idéal de vie, on fait de l'activité physique, on veut incarner le mouvement, la performance, voire la connexion à la nature. À l'inverse de l'ère du brain rot qu'on perçoit comme une ère d'immobilité et de repli sur soi. Il y a quand même certains espaces de sociabilité qui ne sont pas fondés sur le mouvement dans cette ère post-brain rot. Mais c'est parce qu'ils incarnent d'autres valeurs importantes
de cette vie aspirationnelle. Le succès des Supper Club en est un parfait exemple. Oula. Le concept n'a pas vraiment d'équivalent en français parce que ce n'est pas encore tout à fait ancré chez nous. Ça, je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air d'être une de ces merdes. Déjà, là, les 3 mecs, là, j'ai absolument pas envie de me retrouver dans un dîner avec eux, de 1. Mais attends, pitié, me dis pas que le principe, c'est genre tu payes pour partager un repas que tu vas aussi payer avec des inconnus. Genre, par pitié, dis-moi que ce n'est pas ça. Je t'en supplie. Ah non, mais vraiment, tiers de bourgeoisie, là. L'idée est de rassembler un petit cercle de personnes chez soi ou dans un lieu éphémère pour partager un dîner ensemble. Ça ressemble à un dîner entre potes et ça l'est d'une certaine manière parce que l'ambiance est conviviale et intimiste. La différence, c'est que ces tables mélangent à la fois des amis et des inconnus, tous ayant l'envie commune de rencontrer de nouvelles personnes et de bien manger. Mais vous voyez, quand on vous dit que le manque de communauté, de structure publique et tout. Frère, ça s'appelle un banquet! Ça s'appelle un banquet! Genre, je t'en supplie! Vous pouvez faire ça! Vous pouvez faire ça dans votre ville! Genre, pourquoi faut que ce soit. Pourquoi ils ont gentrifié les banquets? Pourquoi ils ont gentrifié les fêtes de voisinage? Ils ont gentrifié, comment ça s'appelle là? Tu sais, les fêtes à la fin de l'année, là où tout le monde se retrouve, tout le monde amène un truc à bouffer. Pourquoi ils ont eu le besoin de se dire en fait on va appeler ça un supper club, en fait c'est un petit concept, j'y ai pensé pendant que j'étais en dernière année d'école de commerce pour mon projet de fin d'année, je me suis dit ce serait génial, oui une kermesse, c'est ça, c'est vraiment une kermesse quoi, c'est la gentrification de la kermesse, putain mais tuez-moi, faut détruire les écoles de commerce, hein, faut rendre ça illégal, hein. Along with my friend Cecilia, host monthly supper clubs in Dublin and Ireland. We had our first event in the Fumbly Stables in July, and it was insane. We had more than 45 people who bought tickets. Come alone, get someone you love. I just want you to have a good time, eat good food, meet new people, and hopefully you'll want to come back again. En quelque sorte, il y a quelques similitudes avec Encore le une kermesse, c'est mieux parce qu'il y a un stand de maquillage et du chamboule tout. Mais oui, c'est ça, genre, organiser des kermesses, hein, plutôt que cette merde là, par pitié, hein. club de running, même si on parle de deux activités très différentes a priori. Dans les supper clubs, on mange bien. On mange pas du fast. How to fit 20 for a chic birthday lunch without losing the plot. J'ai organisé ce petit repas pour 20 personnes, quoi. Et ils ont tous payé 57 € pour venir. Eh, nique ta mère. food. On n'est pas là pour se bourrer Non, la en gueule fait, au bar. en fait, vu la bouffe, je crois que 57 € je suis généreuse. On mange des produits frais, on boit de bonnes boissons. On n'est certes pas Bon, ok, j'ai un peu envie d'enculer son buffet, voilà, c'est bon, je l'ai dit. en mouvement comme dans les clubs de running, mais on a quand même le sentiment de prendre soin de son corps. Mais c'est pas exactement sur ça que je voulais m'attarder. Rosie Kellett, qui tient un compte culinaire sur les réseaux, est l'une des pionnières du concept. Voici comment elle en parle. Nous traversons une succession de crises. Une crise climatique, une crise du pouvoir d'achat, une crise du logement, etc. Tout cela a mené, selon moi, à une véritable crise du lien social. Nous Ok. recherchons tous, d'une façon ou d'une autre, un sentiment de communauté, et partager un repas est sans doute la manière la plus authentique de le vivre. Ok, du coup, la meuf, elle s'est dit, je vais gentrifier les kermesses. J'aime bien, elle était ultra basée. Jusqu'à ce que tu dises, en fait, la meuf, elle a décidé de gentrifier les kermesses, ok. Là, on a les deux mots-clés, l'authenticité et la communauté. Si ce genre de clubs culinaires ont du succès, c'est parce qu'ils mettent en scène ces deux valeurs. Contrairement à la vie à travers les écrans qu'on perçoit comme superficielle et fausse, la vie post-break Après, en vrai, si ça se trouve, j'ai été ultra méchante. Si ça se trouve, c'est gratuit, ouvert à tous, ou alors à vraiment un prix dérisoire, et le but, c'est que ce soit participatif et tout ça, tu vois, ça... Si ça se trouve, je suis une connasse depuis tout à l'heure pour rien, en fait, c'est ultra basé, c'est effectivement totalement le genre d'initiative que j'encouragerais, tu vois. Brainrot doit ressembler à une vie entourée et authentique. On retrouve le même son Après, de moi, cloche mon problème, tu vois, c'est que si tu fais vraiment juste un truc, ça avait pas l'air, honnêtement, oui. Oui, franchement, ça avait vraiment l'air d'être un truc de bourgeois. Moi aussi, mon problème, c'est que si t'es juste en mode « Eh, venez, on fait un repas et tout le monde mange avec des inconnus », bah, c'est qu'il va pas se passer grand-chose, tu vois? Si t'offres pas, une activité, un point d'entente, un truc pour démarrer la discussion, quelque chose à faire avec les gens, bah, ça va vite être tu vas parler à la seule personne que tu connais ou tu vas avoir des discussions peut-être un peu malaisantes, tu vois? Mais genre faudrait, idéalement une bonne version de ça, c'est une version qui est vraiment participative où par exemple,
les gens font la cuisine ensemble, tu vois, en plus de participer au repas, ou aident à l'organisation du lieu, tu vois, aident à mettre les tables, les chaises, les machins, tu vois, où il y a vraiment, en plus de juste le truc de se retrouver et d'être ensemble, bah, il y a un côté, où tout le monde participe, où, il y a, de quoi créer le lien aussi, tu vois? Offline Club. C'est un collectif qui propose des événements dans des cafés ou dans des bars dans lesquels les téléphones sont laissés à l'entrée. À la Oh là base, là, ça a été créé à Amsterdam. C'est tellement Mais le chouette. format, En c'est plus, genre, j'aime bien parce que toutes les images qu'elle montre là, si c'est effectivement vraiment les activités qu'il y a dans le club, je ne vois pas pourquoi t'as absolument besoin de te laisser ton téléphone à l'entrée pour le faire, tu vois. Genre, tu peux dire, hé les gars, j'organise un club d'activités hebdomadaires pour se retrouver, pour avoir un truc local où toutes les semaines il y a un truc différent à faire. Ça peut être de la peinture, ça peut être des sudoku, ça peut être de la pétanque. Sans dire genre: «Eh les gars, concept, concept trop disruptif, auquel j'ai pensé pendant ma dernière année d'école de commerce, petit, no fun club en fait, genre vous laissez votre téléphone à l'entrée et là vous pouvez faire de la pétanque, c'est pas genre insane, ça fera 57 € l'entrée s'il te plaît». Genre, c'est pareil, tu vois? Tu pourrais avoir une version basée de ce truc-là, tu vois? Mais là, comment elle le montre, ça me donne juste pas envie parce que ça a vraiment l'air d'être, un concept d'école de commerce complètement nul, tu vois? Maintenant dans d'autres capitales européennes comme Londres ou Paris. On veut vraiment construire une communauté autour de ce concept. Ce qu'on imagine, c'est que si par exemple tu déménages à Berlin, le Offline Club là-bas te permet de découvrir des nouveaux endroits sympas, de rencontrer des gens facilement et d'avoir tout de suite quelque chose. En fait, les gars, j'ai un concept de fou, qui s'appelle, organiser des activités, où les gens, ils peuvent venir et se rencontrer, et ce serait dans mon offline club, tu vois? Genre, les gars, ils ont envie de gentrifier les MDJ. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais tu sais, non, si, je sais pourquoi. Tu sais pourquoi les mecs, ils se sont dit: «Les gars, on va prendre les MDJ, on va les gentrifier»? Parce que les MDJ, maintenant, elles sont toutes fermées, en fait, et tu peux plus y aller et avoir des activités. Il y a plus de centre social ou de trucs, genre, voilà, maintenant que ça n'existe plus de manière publique et gratuite, bah, tu obligé de laisser ça à des fils de pute écoles de commerce qui vont gentrifier le truc, en fait. Alors que tu pourrais très bien faire ça gratuitement et faire ça de manière locale, et publique et tout ça, et genre vraiment offrir ce lieu pour tout le monde. Enfin merde. Exactement, tu pourrais totalement faire ça de manière, publique, locale, gratuite, tu sais. Il y aurait cette idée qu'on va pas au rendez-vous du groupe de marche Genre seulement en fait, pour se sentir genre ce bien. qui m'énerve, c'est que j'ai envie d'être, du côté de ce truc, tu vois? Que en soi, je déteste pas, le concept, mais vraiment tu sens que ça a été fait par des fils de pute école de commerce, en fait, c'est ça qui m'énerve. Personnellement dans une logique consumériste ou individualiste, mais qu'on y va avant tout pour faire partie d'un groupe. En même temps, communauté, c'est un mot qui est fort, ça fait référence à un groupe soudé, solitaire, qui se connaît intimement et qui s'entraide. Je trouve ça même trop fort comme mot pour désigner les rencontres qu'on a faites une après-midi dans un café ou lors d'un Bah non, dîner. pas forcément. Il faut du temps pour construire une Genre communauté. frère, je suis désolée, ta boulangère, elle fait partie de ta communauté, en fait. Si tu la vois tous les jours, que tu lui dis bonjour tous les jours, que tu commandes la même baguette et le même croissant tous les jours, objectivement, elle fait partie de ta communauté, tu la connais, tu vois? Ton médecin, il fait partie de ta communauté, tu sais, si tu lui as parlé, que tu lui parles de trucs, plutôt plus ou moins intimes, qu'il doit te voir régulièrement, qu'il doit te connaître, qu'il doit te connaître tes problèmes et tout ça, il fait partie de ta communauté. Ton voisin, il fait partie de ta communauté. Tu le croises tous les matins, tu lui dis bonjour dans l'ascenseur, il fait partie de ta communauté. C'est pas, quelqu'un, qui va forcément te donner un rein ou, que tu dois connaître intimement ou avec qui tu dois avoir une connexion psychologique, particulière. Justement, le principe de la communauté, c'est que c'est des gens divers et variés avec qui tu as des liens divers et variés aussi. Ça veut pas dire sa communauté. Ah, je crois que ça t'a trigger là, le fait qu'elle ait dit ça. Genre, je fais partie de la communauté LGBT, je connais pas chaque boug individuellement. Si, Ellie, si. C'est facile de tous les connaître, ils ont 3 prénoms différents déjà, Ellie. Donc, bien sûr que si, pourquoi tu mens? Évidemment qu'en tant que queer, on se connaît tous individuellement. Et on est tous profondément liés, on s'aime tous très fort profondément, comme chacun le sait. Pour faire communauté. Ça ne suffit pas de faire une sortie avec des gens une fois ou deux. En même temps, les termes de communauté ou de club, ça fait très select, très exclusif. Ça donne Ah bon? l'impression qu'il y a beaucoup d'entre-soi dans ce À genre la d'événement. limite, club, je veux bien que ça fasse un peu exclusif, mais communauté, ma race, force pas quoi, par pitié. Je suis pas sûre non plus que le terme d'authenticité soit vraiment le bon terme Ok, pour bah dis-nous quel désigner terme les alors, vas-y, supper vas-y. clubs. Même si Rosie affirme avoir déjà reçu des gens à même le sol ou d'avoir déjà utilisé des Tupperware en guise d'assiette, bah la vérité c'est que tous les supper clubs des réseaux ont l'air quand même très sophistiqués. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont l'habitude Oui, c'est d'inviter pour des ça que gens ça chez eux m'énerve. sans appeler ça un supper club et sans poster ça Oui. sur les réseaux. Il y a Ah, la meuf, de elle est fait en train de quelque découvrir la gentrification, elle découvre que ça l'énerve, c'est bien. Non mais vas-y, elle est dans la bonne direction, vas-y.
chose de performatif dans ces mises en scène, jusque dans le nom lui-même. Est-ce qu'on est vraiment dans un échange sincère et authentique quand l'expérience qui nous rassemble, elle est aussi soignée? Est-ce que tout le monde se sentirait vraiment à l'aise à ce dîner? Est-ce qu'il n'y a pas au contraire tout un capital culturel à avoir en tant qu'hôte mais aussi en tant qu'invité pour que cet événement Après, genre, ressemble moi, à ce qui a été? ma take aussi, c'est que faire partie d'une communauté, ça peut aussi vouloir dire, bon, là, c'est bourgeois, donc c'est insupportable, tu vois, mais ça peut aussi vouloir dire avoir certains codes, comprendre certains codes. Tu vois, genre, par exemple, on parle de la communauté queer, on a tous quand même des styles un peu similaires, ou en tout cas, on comprend, on a des goûts musicaux qui peuvent être similaires, on a des trucs, tu vois, on a quand même une certaine culture qui est en rapport avec la communauté. C'est pas obligé, tu vois. Mais pour moi, c'est pas, forcément un problème que, la communauté elle ait, on va dire, un certain thème ou que tu essayes de regrouper des gens avec qui tu as des points communs et donc les points communs, ça peut être une culture, une esthétique, certains goûts, certaines attentes et cetera, tu vois? Mais pour moi, le but de la communauté, c'est quand même que ce soit large, tu vois? Bref, dans cette vie aspirationnelle qu'est l'ère Et post-brain là rot, là, il je y a pense qu'elle vraiment comprend pas que ce qui l'énerve, c'est juste la gentrification, en fait, c'est pas le truc, communauté, je sais pas quoi. cette volonté de collectif et de sincérité. En même temps, le fait que ces événements soient promus sur les réseaux, ça enlève toujours une part d'authenticité dans la démarche. Mais c'est compliqué parce Bah que oui, tu pour découvres attirer que du c'est des fils de monde pute à et ces que événements, tu découvres que c'est des fils de pute, école de commerce, c'est pas des gens qui ont sincèrement envie de créer une communauté comme ils disent, tu vois? il faut bien communiquer dessus sur les réseaux, donc il y aura forcément cette part de mise en scène. Peut-être aussi que l'injonction à la mise en scène vient des participants eux-mêmes. Bah, je veux dire, Est-ce que c'est pas tu nous peux totalement faire une communication qui rend le truc authentique, hein. Au contraire, si si tu joues un peu sur le côté vraiment, c'est tout le monde c'est ouvert à tout le monde, c'est public, c'est local, c'est indépendant, tout ça, je veux dire, tu peux totalement faire une com qui se repose sur ça. Là, ça se voit que clairement, elle veut que ce soit comme en mode c'est propre, c'est chic, c'est sélectif, et cetera. Donc forcément, ça donne, ce côté, c'est un truc pour bourgeois, quoi. qui avaient envie de vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire? La question du prix de ce genre d'événement, que ce soit les clubs de running ou les super clubs, mérite qu'on s'y attarde. Pas mal de ces clubs sont plutôt des associations ou des collectifs qui n'ont pas vraiment de but lucratif. En ce qui concerne les clubs de running, tout dépend du format. Certains clubs proposent des événements gratuits, d'autres sont organisés par des coachs qui font payer un prix d'entrée. Généralement, ça reste quand même relativement accessible d'un point de vue financier. Les groupes de marche, quant à eux, veulent rendre leurs sorties les plus accessibles possibles en demandant un ticket d'entrée surtout symbolique. C'est le cas du collectif LGBT Dykes ou Heights, qui fait payer 2 pounds ses sorties rando au Royaume-Uni. Reste à savoir ce qu'il en est pour le Offline Club, qui fait payer ses après-midi sans téléphone entre 6 et 9 euros. Tarif qui n'inclut pas les consommations dans le café accueillant l'événement. Non, c'est Certains marrant, articles- pourquoi le truc le moins cher, c'était le seul truc queer? Est-ce que du coup, les communautés plus marginalisées auraient plus d'intérêt sincère au fait de créer des communautés, de vouloir se retrouver, et que du coup, ils s'en battent les couilles de se faire de la thune? S'amuse d'ailleurs de voir que les gens sont prêts à payer juste pour ne pas avoir leur téléphone dans les mains. Ceci dit, si le Offline Club... Tiens, après, là, c'est le truc sur lequel je suis un petit peu obligée de respecter les Jean-Michel école de commerce. S'ils trouvent des boucs complètement cons qui sont prêts à payer pour qu'on leur prenne leur téléphone, mais genre moi je rêverais de pouvoir faire fortune sur le fait de dire à un bourgeois oui, paye-moi 50 $ et je garde ton téléphone toute la journée, voilà, je le garde en sécurité chez moi, c'est pour que tu te sentes mieux dans ta peau, voilà, c'est pour reconnecter un peu avec la nature, créer une communauté, moi je suis un peu obligée d'être admirative de ça, tu vois? Je me dis: «Mais le culot, désolée, il a raison, est un business, il faut bien couvrir les coûts, payer la personne qui encadre, celle qui communique et bien sûr l'URSSAF. En fait, on touche à un point sensible en ce qui concerne ces activités. Est-ce que les gens organisent ce type d'événement pour en tirer un profit financier, parce qu'il y a une demande et que le marché y apporte une offre? Ou bien les gens organisent ces événements uniquement pour la beauté du geste, simplement pour faire sa part pour le collectif? Là-dessus, les super clubs, ces dîners intimistes entre amis ça part et pour le futurs amis, collectif, hein». ont une place à part. Organiser, cuisiner et décorer ce genre de dîner représente un coût important, coût que les autres ne peuvent généralement pas assumer seuls. Contrairement à un dîner entre amis classique, il n'est donc pas rare que l'hôte fasse payer un certain Mais prix t'es à pas ses obligé de invités. faire un dîner ultra fancy avec 5 plats de fils de pute, hein. Tu peux aussi faire un truc cool où tout le monde ramène sa bouffe ou je sais pas, dans un lieu public. Qui peut quand même s'élever à C'est plusieurs toi qui dizaines de décides dollars. d'être en mode ah là là, mon supper club, en fait, c'est de la nourriture ultra distinguée et tout. Genre, c'est ton problème, hein.
De fait, le prix exclut d'emblée pas mal de personnes qui ne peuvent pas se permettre de dépenser autant d'argent pour rencontrer du monde, ce qui me laisse encore penser qu'il y a beaucoup d'entre-soi dans ce type d'événement. Pourtant, ce prix d'entrée a beau être élevé, il ne couvre pas l'ensemble des coûts du dîner. En tant qu'hôte, payer de sa poche fait partie du principe du supper club. All this to say, I don't make money doing supper club, and you probably won't either. Unless you were to scale big, do multiple turns a night, every week, you know, like a restaurant. But I'm assuming that's not why you're still watching. You want to create something beautiful, connect with people. That's why I do it, and hopefully you won't mind spending a little bit of your own Non, je suis money. désolée, là où je suis un peu. Elle m'énerve d'autant plus, c'est que bon, déjà, peut-être qu'elle se fait réellement pas de thunes, tu vois, là-dessus, mais du coup, je pars du principe qu'elle en a déjà beaucoup, en fait, pour avoir au minimum le temps de faire ça, parce que même si les gens ils payent juste pour couvrir les frais, genre le temps qu'elle a pour faire tout ça gratuitement, bon voilà. Et ensuite, être en mode. En fait, moi je me fais pas d'argent en faisant ça, en fait, hein. Donc si tu veux pas payer, bah, en fait, le vrai radin, c'est toi, quoi, hein, c'est pas moi, hein. En fait, bah, tu qu'à arrêter d'être pauvre, en fait, hein, cracra, hein, les gens qui peuvent même pas payer, là, pour bien manger, pas dans mon supper club, en fait, hein, Oh, To put vas-y. it on. But you need to figure out how much you can spend. Is it 100, 200? Ce que sous-entend cette créatrice, c'est une idée qui est beaucoup reprise en ce moment sur internet. L'idée selon laquelle faire communauté, c'est d'abord faire un effort. Elle vient d'un tweet d'une créatrice australienne. Être agacé est le prix à payer pour faire communauté. Non, non, je suis désolée, mais elle a encore whippine le truc là. Elle parle pas de payer pour faire un repas avec des inconnus là, la meuf, quand elle dit being a nice, the price you pay for community. C'est pas de ça qu'elle parle. Genre la meuf, elle a parlé uniquement de sa thune là, ça a rien à voir. Avoir des invités alors que tu préférerais être seul, ça veut dire accepter de vivre avec quelqu'un alors qu'il t'agace. Ça veut dire aller à des événements auxquels tu ne préférerais pas aller. Apparemment, ça veut aussi dire organiser des événements pour la communauté sans se faire de l'argent. En réalité, il y a quand même un retour sur investissement dans ce genre de supper club. Non. Les supper clubs, tels qu'ils sont pensés, sont des expériences esthétiques et très populaires sur les réseaux. Organiser des supper clubs, ça revient à gagner en visibilité, à construire une image de marque sur les réseaux et, avec un peu de chance, à attirer des opportunités professionnelles, à savoir des collaborations avec des marques, la possibilité d'écrire un livre ou bien celle de changer d'échelle et de faire payer plus cher ces événements. Même en tant qu'invité, on pourrait dire qu'il y a une forme de retour sur investissement à participer à ce genre d'événement. Retour sur investissement qui n'est pas seulement le fait de rencontrer du monde et se faire des amis. Pourquoi les gens sont prêts à payer des dizaines de dollars pour un dîner avec des inconnus ? Parce qu'il y a une certaine valeur sociale à participer à un événement novateur qui prend le contre-pied d'un dîner classique au restaurant. Et surtout qui rend bien en photo. Mais c'est pas qu'une question d'esthétique. Il y a aussi une valeur sociale, rien que dans le fait de ne Putain, pas... vas-y, moi je m'attendais qu'elle parle des trucs sans téléphone, au final elle a juste un peu whippine bizarrement de comment on fait communauté, de comment on crée des lieux où on peut se retrouver, tout ça, tout ça. Enfin, je sais pas pourquoi elle a vraiment associé les deux en tout début de vidéo et du coup elle est partie sur genre, et vas-y, ces 3 trucs là que j'ai trouvés sur TikTok qui ont l'air de marcher de fou là, visiblement, c'est comme ça que les gens ils font sans téléphone pour créer communauté. Genre, c'est les seuls trucs qui sont accessibles, quoi. Tu peux pas faire communauté que toi-même dans ton coin, tu peux pas. Bon, vas-y. être sur son téléphone, de faire des trucs IRL. Et c'est ce qui explique que les gens sont prêts à payer pour participer au offline club. Pour moi, le offline club, ça a un peu la même vibe que ces vidéos qui parlent de Mais les gens digital. qui payent pour ce genre de trucs, c'est des pigeons. Je suis désolée, tu peux faire ça. Tu peux organiser ça dans la salle des fêtes de ta ville. Pourquoi tu te fais chier à payer un connard qui sort d'école de commerce, en fait? Apparemment, c'est génial et bouleversant d'éteindre le téléphone, mais on a quand même envie de le rallumer pour raconter sur les réseaux qu'on a réussi à s'en passer. Dans une société où les gens passent plus de 3 heures par jour sur leur téléphone, est-ce que c'est pas un peu stylé de réussir à pas faire comme tout le monde? Et de la même façon, est-ce que ne pas être sur son téléphone, ça a autant de poids social quand on fait ça tout seul chez soi sans rien dire à personne? Est-ce que c'est pas un peu mieux de payer pour en faire un événement qui sort de l'ordinaire? It's more of a status symbol now to be able to say like you're completely offline. I don't have any social media accounts, right? Like I have these in-person hobbies. I read, you know, I go to the gym, maybe I go to a run club. That's starting to become cool. J'ai un peu plus d'indulgence sur les clubs de running, mais c'est peut-être juste parce que c'est une activité qui me parle plus et que je suis à 2 doigts d'en rejoindre un. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis trentenaire, citadine, bien sûr que je suis dans la cible, mais ça n'empêche pas de faire son autocritique. Pourquoi les gens ont soudainement envie de courir en groupe, de poster leurs performances sur Strava? Parce que ce sont des activités valorisées socialement. Personne n'aurait l'idée de partager son temps d'écran ou de se réunir pour scroller ensemble. Bref, la façon dont cette ère post-brain rot est mise en scène autour de nous, elle est Je comprends pas c'est quoi sa take de fin, je comprends pas pourquoi ça l'énerve que les gens ils font un truc parce que c'est. Oui, enfin, on s'en fout, non, que les gens ils font ça parce que ça les fait se sentir bien socialement, enfin, c'est.
ce que tout le monde fait tout le temps, non? Je suis pas folle. Tu fais toujours des trucs pour après t'en vanter. Enfin, pas toujours, tu vois, il y a des trucs que tu fais juste pour toi, mais genre, c'est pas nouveau, quoi, ce truc de se dire: «Ah là là, ce truc-là est un peu stylé, du coup, je vais le faire et après je vais en parler à mes amis pour qu'ils me trouvent stylé». Enfin, OK, oui. Après, si tu payes pour ça, t'es toujours un pigeon, par contre, hein, mais bon, ça, c'est ton problème, hein. Il y a un besoin sincère de lien social et il y a un besoin sincère de faire des activités hors écran. Mais en même temps, on peut pas s'empêcher d'esthétiser ces moments qui sont censés nous rassembler. Ça doit être beau, ça doit sortir de l'ordinaire, ça doit être une expérience en soi. Mais oui, Alors en qu'en fait, réalité, si ton analyse de ce genre de truc se limite à TikTok, oui, c'est ce que tu vas voir en fait. Ce dont tu parles là, tu peux avoir une version qui est sympa et saine et normale et cool de ce même truc de vouloir sociabiliser et créer une communauté et tout ça, tu vois. Sauf que évidemment, les trucs sur lesquels tu tombes sur TikTok et particulièrement les trucs qui sont très populaires sur TikTok, bah ça va être des trucs où c'est soigné, c'est esthétiquement bien, c'est des gens qui sont beaux, qui sont jeunes, qui sont des influenceurs, qui ont de la thune, qui ont du temps, machin. Genre oui, mais parce que si ta source c'est TikTok, c'est ce qui va se passer en fait, désolé, hein. les moments qui nous réunissent sont souvent des moments qui ne rendent pas bien en photo parce que ce sont des moments spontanés et non calculés. Les liens sociaux, ça se construit dans la routine, dans plein de petits moments qui ne sortent justement pas Oui. de l'ordinaire. On projette aussi sur ces clubs et activités à la mode bien plus que des nouvelles rencontres. On veut que ça nous permette d'atteindre une vie sportive, dans laquelle on mange bien et dans laquelle, surtout, on n'est pas addict à son téléphone. Le succès de ces clubs, pour moi, c'est vraiment la preuve que les gens ont véritablement envie de rencontrer du monde. Et en même temps, on ne veut pas non plus rencontrer n'importe qui. On veut rencontrer des gens qui partagent ces mêmes valeurs. C'est cool Oui. d'avoir des potes, mais est-ce que le luxe aujourd'hui, c'est pas d'avoir des amis qui nous ressemblent, qui vont courir avec nous, qui sont prêts à jouer le jeu d'un super club un peu cher, de bien Quoi s'habiller pour l'occasion? En réalité, même si le besoin de connexion humaine et de... Je comprends pas sa take là. Je comprends vraiment pas sa take. Oui, les gens, ils ont envie d'être potes avec des gens qui sont comme eux. Et c'est pas bien parce que. J'ai pas compris. Si quelqu'un a compris, n'hésitez pas. de déconnexion digitale, il est réel. Pour le moment, cette ère post-brain rot, on en est encore au stade de aspirationnel. Or, quand quelque chose est aspirationnel, c'est que ça peut se vendre. Et ça, ceux qui l'ont très bien compris, c'est les marques. 2024 saw the luxury industry get deeper into run clubs, book clubs, pop-ups and activations. I'm predicting this is going to drive an attitude that spending more time IRL is seen as a status symbol, which conversely means that being tech addicted will be seen as a low status trait. En fait, c'est vu les- comme un statut social si tu te limites uniquement à faire ça à travers des clubs payants, des activités privées, le truc là, le club pour écouter du rap, genre vraiment. Voilà, genre je veux dire, c'est sûr que si t'attends ce genre de structure là pour sociabiliser et créer une communauté, oui, ça va être un statut social en fait. Si tu te concentres à ce que tu peux faire politiquement à ton échelle, de manière publique, de manière locale, et que tu cherches réellement à créer une communauté parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, il n'y a pas besoin que ce soit un statut social. Et d'ailleurs, il y a énormément... Enfin, je veux dire, les endroits, en général, où il y a le plus de sens de communauté, où il y a le plus d'investissement de la part des locaux pour faire vivre le voisinage ou le lieu ou des trucs, c'est souvent des lieux les plus pauvres ou les communautés les plus marginalisées, c'est souvent genre au fin fond des cités, c'est souvent les personnes queer qui créent des clubs, qui créent des machins. Je veux dire, c'est des communautés qui ont été historiquement marginalisées, qui comprennent l'importance de la communauté et qui donc savent pourquoi ça vaut le coup de s'investir dans le fait de la maintenir en fait et de créer un moyen que ce soit accessible, que ce soit facile et qu'il y ait des choses qui soient là pour qu'on se rencontre, pour qu'on communique, pour qu'on devienne proche, parce qu'on sait qu'on a besoin des uns des autres, parce que sinon on pourra compter sur personne d'autre en fait. Les marketeurs qui ont identifié en premier le besoin d'expérience IRL, de connexion humaine et la nécessité des marques de se positionner sur ce créneau. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais la plupart des événements que j'ai utilisés en illustration dans cette vidéo sont des événements promotionnels. C'est certes des clubs de running, des dîners thématiques qui ont l'air très sympas, mais ils sont organisés en collaboration avec des marques. Le but, c'est de mettre en scène leurs produits ou services à travers ce mode de vie aspirationnel de 2025 qu'est l'ère post-brain rot. Le concept même d'ère post-brain rot, en réalité, il m'a été inspiré par les experts marketing des réseaux et Je notamment comprends toujours pas ce qu'elle veut dire pour par lui, ère on entre dans post-brain une rot, ère mais bon. post-brain Je rot pense qu'on dans n'aura laquelle jamais notre les réponse, marqueurs donc c'est pas sociaux grave. ont changé et dans laquelle c'est plus stylé de vivre IRL.
Pour finir, moi je suis plutôt optimiste pour la suite. Je trouve ça très bien que les gens aient envie de plus d'activités de groupe. C'est vrai que les activités de groupe hors écran qui sont à la mode aujourd'hui, elles sont pour la plupart imprégnées d'injonctions sociales, à l'esthétisme, en termes de capital culturel. Mais peut-être que c'est qu'une question de temps pour qu'on se détache de ces injonctions sociales et qu'on construise des activités et des communautés qui soient désintéressées et vraiment sincères et authentiques. C'était très intéressant, en vrai, c'est une des moins pires vidéos qu'on a regardées. C'était un peu méchant. Non, en vrai, elle était bien. En vrai, elle était bien, la vidéo. J'étais un peu méchante pendant la vidéo parce que je voyais pas trop où elle voulait en venir des fois. Mais sinon, en vrai, elle était bien. Et puis, bon, je suis d'accord avec la conclusion en soi, hein, qu'on a besoin de construire des communautés, tout ça. Moi, ça me paraît être un bon objectif. Et effectivement, je suis totalement pour encourager ce genre d'initiative. Et d'autant plus pour les encourager d'une façon qui est pas vraiment dépendante d'organismes privés et à but capitaliste. Ça, pour moi, c'est primordial. Donc en vrai, écoutez, très bonne vidéo, très bon sujet en tout cas, hein, je veux dire, voilà. Allez,